everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif de notre sujet. Madame Duchesse est là, je suis même pas surprise parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet mystère et vous allez voir, pas qu'un petit mystère, parce que rien n'arrive jamais par hasard. Parfois, c'est une simple ligne perdue dans le tumulte du monde qui réveille quelque chose. Une phrase comme un fil qu'on tire et tout un tissu d'événements se met alors à vibrer. Cette phrase, elle venait de Donald Trump. Et sans le savoir, elle rouvrait peut-être l'un des plus grands mystères du siècle dernier. Je vous explique. Fin septembre 2025, alors que la pression monte de fou autour de Donald Trump pour qu'il tienne sa promesse de rendre public les dossiers Epstein, Donald Trump annonce sur Truth Social qu'il ordonne la déclassification complète de tous les documents relatifs à Amelia Earhart. Et il ajoute dans la même publication, je cite, « Au lieu de perdre votre temps à tourner en rond avec ces histoires de Epstein List, intéressez-vous plutôt à Amelia Earhart. Vous verrez, vous y trouverez ce que vous cherchez. » Étrange cette phrase, non? Perso, je me suis dit immédiatement, quoi? Amelia Earhart, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? La pionnière de l'aviation, disparue en 1937? Quel rapport possible entre l'un des mystères les plus romantiques du XXe siècle et le réseau sordide d'un financier américain mort dans des circonstances troubles? Pourquoi évoquer Amelia maintenant? Pourquoi ce dossier précisément alors qu'une expédition scientifique s'apprête, par pure coïncidence, à partir dans le Pacifique pour vérifier s'ils ont enfin retrouvé son avion? J'ai trouvé ça clairement bien trop étrange pour ne pas creuser. Vous savez, coïncidence, trop de coïncidences, créer une évidence, c'est mon leitmotiv de recherche. Pas pour défendre, attention, pas pour défendre qui que ce soit, pas pour accuser qui que ce soit non plus, juste parce que je me suis dit, parfois, quand deux histoires s'entrechoquent de la sorte, c'est qu'il y a un écho. Et cet écho, j'ai bien l'impression qu'il mérite d'être entendu. En tout cas, qu'il mérite d'être creusé. Alors aujourd'hui, on va faire exactement ce que Trump a suggéré, ou provoqué, je ne sais pas encore. On va se pencher ensemble sur le cas Amelia. On va rouvrir un dossier de 1937, celui d'une femme disparue au-dessus du Pacifique, d'un avion englouti peut-être dans un lagon, et de documents que le gouvernement américain vient à peine de rendre publics. Et surtout, on va se poser une question bien simple. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce nom? Pourquoi cette légende? Pourquoi cette date? Et que contient exactement ce dossier pour que 88 ans après, il réapparaisse en plein tumulte contemporain? Parce que quand on met, vous le savez, bout à bout les coïncidences, les déclassifications, l'expédition qui s'apprête à avoir lieu, le timing politique, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup plus à comprendre que ce que l'annonce laisse croire. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go, et c'est maintenant les amis. Amelia Earhart, un nom qui résonne comme une promesse, une frontière franchie, une figure qui défiait le ciel et les certitudes. Elle n'était pas qu'une aviatrice, elle était un symbole de liberté. Une femme qui, dans l'Amérique des années 1930, pilotait son propre destin, littéralement. Première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, décorée, adulée, presque mystifiée de son vivant. Là où d'autres voyaient le ciel comme une limite, elle y voyait un chemin. En 1937, à 39 ans, elle entame le projet le plus ambitieux de sa carrière, un tour du monde par l'équateur à bord de son Lockheed Electra 10E, un avion bimoteur argenté, étincelant, baptisé comme une promesse de modernité. À ses côtés, son navigateur, Fred Noonan, un marin de l'air aguerri, précis, presque obsessionnel. Ensemble, ils décollent de Miami en juin 1937. Traversent l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Le monde entier suit leur progression. Chaque étape est un fragment d'épopée, un vol contre le vent, contre la fatigue, contre la pesanteur même. Et puis arrive le 2 juillet 1937, la dernière étape critique, La Haye,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu'à un minuscule îlot perdu dans le Pacifique, Howland Island. 2500 miles à travers un océan sans repères, sans relief, sans lumière, un ruban d'eau infini. À 7h42 du matin, elle émet son dernier message, une phrase brève, presque chuchotée dans le vacarme du moteur. We are on the line 157-337 running north and south. Comprenez, nous sommes dans la ligne 157-337 en direction du nord-sud. Ces chiffres sont des coordonnées, une direction, un dernier fil d'Ariane, et puis plus rien. Le contact est perdu, le silence tombe, le ciel devient vide. Pendant 16 jours, les États-Unis lancent la plus grande opération de recherche aérienne et maritime de leur histoire. Des destroyers sillonnent la mer, des avions quadrillent la zone. Les journaux titrent chaque jour sur l'espoir d'un signal. Des stations radio affirment entendre des fragments de voix, de SOS confus, des grésillements qui se mêlent au bruit des vagues. Certaines transmissions semblent provenir d'une terre émergée, d'autres d'un avion posé sur un récif. Mais aucune n'est confirmée et au bout de 2 semaines, les recherches cessent. Officiellement, le verdict tombe. Panne de carburant, crash en mer, disparition totale. Sauf que rien, absolument rien, n'a jamais été retrouvé. Ni l'avion, ni un seul morceau d'aile, ni le moindre fragment de moteur. Rien. Comme si l'appareil s'était littéralement évaporé. Comme si le Pacifique avait décidé cette fois-là d'avaler non pas un avion, mais une histoire entière. Une légende engloutie. Et c'est là que le mystère commence vraiment. Parce que depuis 1937, des dizaines d'équipes, d'historiens, d'explorateurs, d'océanographes ont cherché sans jamais rien trouver de concluant. Les théories se sont succédées. Crash au large de Howland, dérive vers Gardner Island, capture par l'armée japonaise, mort dans un camp de Saipan, voire fuite orchestrée sous une nouvelle identité. Mais à ce moment-là, pourquoi ? Chaque décennie a vu surgir son hypothèse, son indice, sa photo floue. Et à chaque fois, le même constat. Le mystère résiste. Parce que l'histoire d'Amelia n'est pas que l'histoire d'une disparition. C'est un symbole, une équation inachevée que personne ne parvient encore aujourd'hui à résoudre. Et voilà donc que presque un siècle plus tard, le hasard, ou quelque chose d'autre, rouvre le dossier. En effet, en 2020, un chercheur de l'université Purdue analyse des images satellites d'une île perdue du Pacifique, Nigumaroro. Là, dans le lagon turquoise, il repère une forme allongée, métallique, légèrement recouverte de sédiments. Les spécialistes l'appellent le Taraia Object, du nom de la péninsule où il se trouve. L'anomalie intrigue immédiatement. Longueur 12 mètres, forme fuselée, reflet métallique. Et surtout, sur des clichés aériens datant de 1938, on distingue déjà cette même silhouette. Pile 1 an après la disparition d'Amelia. Mais attention, vous allez voir, ce n'est pas la première fois que Nigumaroro fait parler d'elle. Ah oui, bien avant l'ère des satellites, bien avant qu'un œil numérique ne scrute la surface de son lagon, il y a eu les hommes et leur obsession. Dès les années 1980, un groupe d'historiens et explorateurs mené par Rick Gillespie fonde le TIGAR, The International Group for Historic Aircraft Recovery, dont le but est de retrouver ce que personne n'avait jamais retrouvé. Et leur intuition les conduit justement ici, sur cette île minuscule du Pacifique central, alors appelée à l'époque Gardner Island. À l'époque, aucune image aérienne ne montre d'avion, aucun radar ne pointe de signal métallique. Rien. Mais des regroupements, des archives de navigation, des relevés radio et surtout des témoignages de 1937 laissent entendre qu'un message de détresse aurait été capté depuis cette zone. En effet, des opérateurs radio civils, notamment à Hawaï, en Floride et aux îles Marshall, avaient dit avoir entendu des appels, des voix épuisées, répétant « We are on the line 157-337 ». Donc, vous l'avez compris, la phrase que je vous ai dit plus haut, nous sommes dans la ligne 157-337. Ces fragments, longtemps écartés comme de simples interférences, deviennent pour certains chercheurs une piste on ne peut plus tangible. Celle d'un atterrissage forcé sur un récif, peut-être bien donc celui de Nigumaroro. Alors le TIGAR décide d'y aller, pas par satellite, pas par sonde, mais en bateau, à l'ancienne.
Les premières expéditions s'organisent dans les années 1989, 1991, 1997, puis au début des années 2000. Des équipes réduites, des bénévoles, des historiens passionnés. Bien évidemment, ce n'était pas assez flambant et surtout peut-être trop problématique pour que les chercheurs vendus au système soient conviés lors de cette expédition. Et donc sur place, au milieu des crabes de cocotiers et des restes de camps britanniques, ils trouvent des fragments. Un talon de chaussure de femme, un miroir de maquillage brisé, une bouteille de crème américaine, un morceau d'aluminium courbé, identifié plus tard comme provenant d'un avion Lockheed de la même époque. Et même, à proximité, ils ont trouvé les traces d'un feu de camp. Rien de décisif, mais tout, dans l'agencement, la nature, la provenance de ces objets, semblait raconter une histoire. Celle d'une femme et d'un homme naufragés, isolés, et ayant tenté de survivre quelques jours, peut-être quelques semaines, sur ce bout de corail perdu, attendant une haine qui ne viendrait jamais. Mais ces expéditions de Tikar, aussi fascinantes soient-elles, restent, vous vous en doutez, limitées. Elles dépendaient de dons, de passion et non de soutien institutionnel. Aucun radar, aucun sonar, aucun moyen vraiment concret pour sonder le lagon en profondeur. Alors le mystère est resté là, suspendu, à fleur d'eau. Jusqu'en 2020, je vous le disais, cette année-là, le chercheur de l'université Purdue a analysé de nouvelles images satellites de Nikumaroro. Et là, dans la clarté laiteuse du lagon, il a repéré une forme anormale. Et plus qu'une forme anormale, une forme avec quasi exactement les dimensions d'un Lockheed Electra 10E. Parce qu'après 88 ans de silence, le Pacifique semble enfin prêt à parler. Pourtant, il faudra encore attendre 5 longues années, les amis, pour que la science, la logistique et la prudence se rejoignent enfin. 5 années pendant lesquelles l'ombre d'Amelia continue de planer, tandis que les chercheurs accumulent les preuves, comparent les clichés et débattent. Parce qu'entre un cliché satellite et une expédition dans l'un des lagons les plus isolés de la planète, vous vous en doutez, il y a un gouffre. Il faut convaincre, obtenir les autorisations du gouvernement de Kiribati, réunir les fonds, trouver un navire capable d'atteindre le récif, recruter les équipes et surtout s'assurer que cette fois, l'hypothèse tient debout. Ce n'est pas de la lenteur, c'est le prix du réel, le prix de la preuve. Et c'est donc en 2025, 5 ans après la première image, qu'une nouvelle équipe, cette fois institutionnelle, prend la relève. Purdue University et Archaeological Legacy Institute. 15 chercheurs, des ingénieurs, des archéologues, des plongeurs. Leur mission, inspecter le lagon, filmer, sonder, scanner, draguer. Si l'objet Tarahia s'avère être le Lockheed Electra d'Amelia, ce sera la découverte du siècle. Forcément, cette idée que son avion dorme peut-être là, intact, dans la clarté d'un lagon oublié, a quelque chose de limite obsédant. C'est comme si le passé, patient, attendait qu'on ait enfin le courage de regarder. Alors forcément, les questions reviennent. Était-ce vraiment son avion? Est-ce que c'est là que l'histoire s'est arrêtée? Est-ce que finalement, mystère, il n'y avait rien de mystérieux, il y avait juste un manque de ressources pour chercher? Est-ce que c'est là où, au contraire, que le ciel et la mer ont fusionné? Depuis 2020, autour de cette histoire, les débats font rage. Et cette année, en novembre 2025, l'expédition qui est censée enfin nous donner toutes les réponses partira enfin pour Nikumaroro. Et comme par une coïncidence impossible, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est précisément à ce moment-là que Trump a ordonné la déclassification des documents sur Amelia, la déclassification complète. Et là, on se dit, 2 événements, séparés par près d'un siècle, mais désormais liés par une même ligne invisible, vous allez comprendre. Parce que, personnellement, c'est lorsqu'il a dit ça, dans ce timing-là, que j'ai compris que je devais suivre cette ligne. Parce que parfois, vous le savez, les coïncidences sont trop parfaites pour n'être qu'un hasard. Parce que, clairement, c'est là que l'histoire bascule. Le 26 septembre 2025, dans son poste, donc Trust Social, passé presque inaperçu au milieu de chaos médiatique, Donald Trump annonce la déclassification intégrale des dossiers d'Amelia. Et il écrit, je le recite, je le redis parce que personnellement, moi ça m'a fait halluciner, au lieu de perdre votre temps avec ces histoires de listes sans fin, regardez plutôt les dossiers déclassifiés d'Amelia. Vous verrez, vous y trouverez exactement ce que vous cherchez. Honnêtement, cette phrase est mind-blowing. Une phrase sèche, presque anodine, mais elle tombe à un moment
très précis, alors que la pression s'intensifie de manière quasi obsessionnelle autour de lui pour publier les documents complets liés à la fameuse affaire Epstein. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il avait fait la promesse lors de sa campagne qui rendrait la fameuse liste disponible. Pendant des mois, ses adversaires politiques, mais aussi même une partie de son propre camp, réclament qu'il tienne sa promesse, lever le voile sur les noms, les témoins, les réseaux. Et au lieu de cela, il parle d'une aviatrice disparue il y a près d'1 siècle. Il s'agit ici d'un étrange glissement. Surtout lorsque l'on se rend compte qu'il n'y a pas que de la poésie dans ce dossier d'Amelia. Parce que parmi les archives déclassifiées, certaines pages, jusqu'ici inédites, ne concernent pas que la navigation ou les hypothèses de crash. Certaines concernent les conditions de récupération des premiers débris, les rapports militaires de 1938 et des mémos internes de renseignements américains restés classifiés jusqu'à cette année. Et c'est vraiment là, vous allez le voir, que tout devient on ne peut plus troublant, on ne peut plus obscur et qu'une multitude de théories s'entrechoquent. Parmi les documents rendus publics par le National Archive and Record Administration, plusieurs dossiers proviennent du Naval Intelligence datés de 1938 et 1939. Des rapports mentionnant la récupération de matériaux métalliques non identifiés sur une zone maritime proche de la Micronésie. Matériel transféré ensuite vers une base navale à Pearl Harbor sous contrôle militaire. Un autre mémo estampillé Eyes Only, donc comprenez seulement les yeux, évoque une interception radio tardive de signaux supposés provenir d'un appareil civil en détresse. Mais le rapport se termine abruptement, sans suite ni conclusion. Ces fragments isolés ne pourraient absolument rien signifier, bien que si vraiment ça ne signifiait rien, il n'y avait pas de raison de les classifier. Donc déjà, on est quand même sur une piste, un début de réponse, dans le sens où ça a l'air drôlement touchy, puisque c'était classé confidentiel. Mais sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y a un autre lot de documents plus récent, datant cette fois des années 1947-1950, qui fait un lien explicite entre l'opération de récupération d'un aéronef non identifié dans le Pacifique Sud et des sous-traitants civils travaillant pour des programmes parallèles du War Department, donc du département de guerre. Autrement dit, les autorités savaient peut-être que quelque chose avait été retrouvé, mais elles ont clairement choisi de faire passer ça sous un autre nom. Ce n'est clairement pas une preuve, mais on peut dire que ça a tout l'air d'être une résonance. Et ce genre de résonance, dans l'histoire américaine, ne se produit jamais par hasard. Car certaines annotations manuscrites dans ces dossiers déclassifiés, et c'est là que les regards se tournent vers 2025, mentionnent sans détail des partenariats civils extérieurs et le nom d'une entité de recherche enregistrée dans les années 2000, dont le conseil scientifique comprend des figures liées à des instituts privés financés par des fondations philanthropiques. Et c'est quoi les fondations philanthropiques selon vous? Les fondations Rothschild, les fondations Gates, etc., etc. Alors rien d'illégal, rien de concret, mais suffisamment de détails pour que certains observateurs en ligne fassent le lien entre ces archives et les noms qu'on y retrouve et les noms déjà apparus dans d'autres affaires, comme l'affaire Epstein. Et soudain, le parallèle devient presque symbolique. D'un côté, un réseau de puissants cherchant à contrôler le vivant, de l'autre, un réseau d'hommes qui, depuis 1937, contrôlait les archives du ciel. Et puisqu'on parlait de résonance, c'est à ce moment-là que la phrase de Trump prend tout son sens. Vous verrez, vous y trouverez ce que vous cherchez. Mais que cherche-t-on exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Était-ce simplement une diversion ou un jeu rhétorique? Ou savait-il, lui aussi, qu'au fond de ses archives dormaient des notes oubliées, des fragments de vérité jamais publiés? Parce que, au fond, c'est toujours les mêmes histoires, celle des dossiers qu'on ouvre pour mieux en refermer d'autres. Alors, est-ce qu'on est face à ce cas de figure? Celle d'une vérité qui, à chaque fois qu'on s'en approche, change de forme. On demande d'avoir la liste de Epstein, on se retrouve à avoir des documents déclassifiés d'Amelia. Quel sens? Tout se superpose, c'est fouillis, c'est brouillon, ça nous perd. Amelia disparue dans le ciel du Pacifique, un président en quête de contrôle narratif et des chercheurs qui sondent les profondeurs. D'un côté, l'aviatrice enflouie par les flots, de l'autre, une société engluée dans ses mensonges. Deux époques qui se reflètent, l'une dans l'eau, l'autre sur nos écrans. 1937-2025, même silence, même vertige.
encore une histoire d'île. Parce que si l'avion d'Amelia refait surface, il ne ramènera pas seulement une carcasse métallique. Elle ramènera peut-être la question qu'on évite toujours. Combien de vérités a-t-on laissé s'enfouir sous prétexte qu'elle dérangeait trop le monde des vivants? Pourquoi un simple crash d'avion a-t-il été la source de tellement de classifications? Et pourquoi ce timing? Parce que peut-être que c'est ça au fond la vraie question de cette déclassification. Pas un acte politique, pas un calcul, mais une brèche dans le récit officiel et encore une fois, une preuve qu'on est bel et bien dans le temps des révélations. Parce qu'on ne peut pas nier que quand on relit toute cette histoire, quelque chose nous frappe. Chaque fois qu'Amelia réapparaît dans les archives, c'est à un moment où le monde se fissure. 1937, la guerre approche, les empires vacillent, l'humanité s'apprête à basculer dans une ère de machines et de secrets. 2025, la confiance s'effondre, les vérités sont morcelées et l'on déterre les mêmes fantômes sous des noms différents. Et toujours, Amelia au centre, comme un symbole de passage, comme un symbole de transition. La première femme à oser défier le ciel et la première à disparaître dans son ventre. Certains disent qu'elle s'est écrasée, d'autres qu'elle a été capturée, d'autres encore qu'elle a survécu sous une autre identité. Je vous promets, autour d'Amelia, quand vous étudiez les théories, qu'elles soient terre à terre ou un peu plus complotistes, conspirationnistes, chercheurs de vérité, le terrier du lapin est sans fond. Mais ce qu'on ne nous dit jamais, c'est que cette histoire, c'est pas celle d'une mort, c'est celle d'une disparition qui a tout l'air d'être une disparition organisée. Les nouvelles archives déclassifiées contiennent plusieurs pistes, toutes partielles, toutes dérangeantes. Certains mentionnent des vols parallèles financés par des mécènes privés liés à des projets d'exploration aériens expérimentaux. D'autres parlent de messages interceptés en 1938, faisant référence à un projet Phoenix qui aurait impliqué le transfert de technologies de navigation et de communication. Des termes apparaissent, magnetic drift, éco-mapping, biosignal test, des notes à la main presque illisibles mais présentes dans les marges des notes des documents déclassifiés. Rien n'est confirmé et pourtant tout résonne. Parce que ces mots, les amis, sortis de leur contexte, rappellent bien évidemment d'autres programmes nés bien plus tard. Paperclip, MK Ultra, Bluebird, alors qu'est-ce que c'est? Comme si l'histoire d'Amelia, sous sa surface, je le répète, romanesque, dissimulait la naissance d'une ère, celle du secret industriel et du contrôle scientifique du vivant. Parce qu'en vérité, quand je me suis penchée sur l'histoire d'Amelia, je me suis rendu compte que ici, pour la plupart des Américains, et quand vous avez cette culture, le cas Amelia, pour eux, Amelia n'a jamais été qu'une simple aviatrice. Elle a toujours incarné l'idée du passage. Le ciel pour elle n'était pas seulement un espace de liberté, c'était un seuil. Et dans ce sens, sa disparition dépasse le réel. Non seulement parce qu'on n'a jamais rien trouvé, mais parce que derrière tout a été classifié et qu'aujourd'hui, à l'aube de plein de questions, à l'aube de plein de révélations, son nom revient encore sur le tapis. Et parce qu'elle symbolise la frontière entre la science et le sacré, entre la conquête et la perte, entre ce qu'on nous montre et ce qu'on nous cache. Ce n'est donc pas par hasard, si vous voulez mon avis, que près d'un siècle plus tard, c'est son nom qu'un président invoque pour détourner ou pour révéler une vérité. Ça, on va rester focus dessus et on va voir ce qui se passe. Parce que ce qu'il a dit, la façon dont il a dit et ce pourquoi il a dit n'est absolument pas anodin. Car Amelia, dans cette histoire, devient plus qu'un souvenir. On a l'impression qu'elle est en train de devenir un miroir. Parce que ce qu'elle a été pour le ciel, d'autres l'ont été pour le pouvoir. Des pionniers que l'histoire a avalés parce qu'ils étaient trop en avance, trop libres, trop dérangeants, ou peut-être qu'elle a vu un truc de fou, peut-être qu'elle s'est rendue compte de quelque chose. Et peut-être que la question du coup n'est pas « mais où est donc son avion ?» Peut-être que la question c'est « pourquoi cette histoire revient sur le tapis maintenant ?» Pourquoi ce nom en 2025 ? Pourquoi cette coïncidence déjà parfaite entre la déclassification et l'expédition ? Pourquoi Trump connecte les dossiers Epstein avec le cas Amelia ? En quoi les gens qui veulent avoir des réponses sur Epstein devraient regarder le dossier d'Amelia ? Tu ne peux pas écouter cette histoire et vraiment continuer à penser qu'il ne s'agit que d'un pur hasard. D'ailleurs, on dit que certaines vérités ne disparaissent jamais, elles patientent. Alors peut-être que la réapparition du dossier Amelia à travers ces archives déclassifiées marque le retour d'une mémoire enfouie, celle des vérités qu'on veut effacer, mais dont ils ont de plus en plus de mal à effacer les preuves. Et si le Pacifique, depuis 1937, finalement, n'attendait que ça,
que quelqu'un ose enfin regarder. Peut-être que ce qu'on va retrouver là puisque c'est novembre, donc c'est dans les mois qui arrivent, à Niku Maroro, ne sera pas un avion, mais bel et bien un écho, celui d'une humanité qui a voulu voler plus haut que les mensonges. Peut-être qu'elle savait quelque chose et qu'encore une fois, on a été obligé de la faire disparaître. Parce qu'au fond, Amelia n'est peut-être pas morte. Elle est peut-être juste passée ailleurs. Entre les lignes du ciel, entre les pages du secret. Et peut-être que justement, en rouvrant ce dossier, on ne cherche pas seulement son avion, on cherche surtout le nôtre, celui qu'on a perdu depuis longtemps, l'avion des vérités. Parce que Epstein, Amelia, et si les noms changeaient, mais que la mécanique au final restait exactement la même et que c'est sur cette piste-là qu'on veut nous mettre. Une disparition, un dossier classé, un président qui déclassifie pour mieux dire sans parler, peut-être. Et si Amelia n'avait pas été seulement la première femme à traverser l'Atlantique, mais la première à franchir une autre frontière, celle du mensonge d'État. Parce qu'après tout, pourquoi tant d'énergie, tant de mystère, tant de silence autour d'un avion disparu il y a près d'un siècle? Pourquoi déclassifier ce dossier maintenant? Je repose la question au moment précis où le scandale Epstein menace de remonter jusqu'aux cercles les plus hauts. Personne ne peut nier que dans ces deux histoires, un schéma se répète. Des îles isolées, des réseaux d'élite, des archives verrouillées, des témoins effacés, et ce même mot qui revient toujours, mort mystérieuse. L'un dans une cellule, l'autre dans le ciel. Et si le dossier Amelia n'était pas le mystère du passé, mais le miroir d'un programme plus vaste, un prototype de disparition totale. Une façon, déjà mise en vigueur à l'époque, d'effacer quelqu'un sans cadavre, sans preuve, sans témoin. Parce qu'un corps disparu, c'est une vérité qu'on ne peut plus exhumer. Et une vérité qu'on ne peut plus exhumer, c'est une vérité qu'on peut, bien évidemment, réécrire. Alors oui, peut-être que là, 2025, je vais rester focus. On va retrouver son avion, un jour peut-être, là, dans les mois qui arrivent. Mais en vérité, on ne saura jamais combien d'autres ont été engloutis dans le même silence, sous d'autres noms, dans d'autres dossiers. Parce que la vraie question, ce n'est pas où est Amelia, la vraie question, c'est combien d'Amelia le monde a-t-il déjà effacé sans jamais oser les chercher. Et du coup, certains ont dit carrément que le message de Trump, en fait, c'était rien d'autre aussi, c'est possible, qu'un rappel à ceux qui croient que la vérité, même enfouie sous un océan, ne finit jamais par remonter et qu'il faut qu'ils se tiennent prêts. Peut-être que c'était un message subliminal, c'est possible aussi. Peut-être que là, il essaie de leur dire, et ça, vous en doutez, ça vient des sphères de... Ça, j'ai beaucoup vu ça sur Reddit et dans des conversations pendant mes recherches. Il disait que peut-être c'est donc un message subliminal qu'il envoie à ses détracteurs et à ses ennemis, et parce que peut-être que la prochaine fois, le crash ne viendra pas du ciel, mais qu'il viendra d'en haut. Et j'ai trouvé que ça avait du sens, en tout cas suffisamment de sens pour vous le dire ici. Mais il faut avouer qu'entre l'histoire à proprement parler, qui a l'air de contenir 1,5 milliard de secrets, de non-dits, de classifiés, avec des connexions de fous malades entre les MK Ultra, entre les réseaux, les gros réseaux d'élite, il y a de quoi rester sur le qui-vive, et je vous promets que dès qu'il y a des updates, vous pouvez compter sur moi parce que cette affaire me fascine. Et vraiment, je vais rester focus dessus parce que c'est pas pour rien. Il a vraiment mis l'accent sur Amelia, alors qu'on a tendance à dire, ok, presque Amelia, vous savez, c'est un mystère de siècles irrésolu, mais que derrière, il n'y avait pas grand-chose. Bon. Pour qu'ils le disent de cette façon, à un moment où en plus il y a plein de choses qui sont déclassifiées, qui mettent le doigt spécifiquement sur Amelia. Vous avez vu les visuels, vous avez vu l'île. Bref, vous pouvez compter sur moi. Je reste sur le qui-vive. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le sujet vous aura intéressé. Moi, personnellement, j'aime bien de temps en temps ce genre de sujet. Dites-moi en commentaire s'il en est de même pour vous. Avant de partir, avant de vous laisser, et parce que vous me l'avez redemandé, et parce qu'en plus, j'ai complètement foiré ma présentation dans ma vidéo de jeudi dernier, parce que malheureusement, je n'ai pas fait mention du code et que le code que je vous avais mis en description et que le code que je vous avais mis en commentaire épinglé n'était pas le bon. Je voulais vous reparler de
Panda Matcha. Vous avez été plein à me dire que vous aviez voulu tester, mais que le code ne marchait pas, et je me suis sentie idiote. Donc, cette fois, on remet les pendules à l'heure. J'en profite pour vous le représenter, parce que franchement, moi, je continue à le boire, et c'est vraiment devenu mon petit rituel du moment. Pas juste pour le goût, même si honnêtement, il est dingue, mais je vous l'avais dit, hein, pour tout ce que ça t'apporte. Un vrai moment pour ralentir, respirer, faire une pause entre deux trucs, et que ça a des effets sur la santé incroyables. Leur matcha est de cérémonie. Il est importé directement du Japon, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, avec cette texture hyper fine et cette couleur verte éclatante. Rien à voir avec les machins amers qu'on trouve en supermarché. Moi, de base, j'aimais pas le matcha. Je trouvais que c'était fishy. Je comprenais pas. Je me disais, oh là là, cette nouvelle era Klinger, matcha, pilates, yoga, pas pour moi. Et en fait, c'est juste que jusqu'à présent, je n'avais pas goûté de bon. Et là, mon avis a diamétralement changé. Et surtout, en plus, j'adore le côté rituel. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Moi, je me suis acheté un petit kit en plus. Tu le prépares, tu le vois mousser, tu sens l'odeur. Et tu as déjà l'impression d'avoir pris une mini vacance mentale avant même d'y goûter. Bref, je le répète, c'est un vrai coup de cœur. Et cette fois, le bon code, c'est Mazikin15 pour avoir moins 15% sur tout le site Panda Matcha que je recommande parce qu'il s'agit d'un de mes abonnés. Ce n'est pas un placement de produit, même si ça y ressemble. C'est vraiment parce qu'il a voulu me l'envoyer. Je lui ai dit attention, moi vous pouvez m'envoyer, mais je ne promoterai que si je suis convaincue et ça vaut le coup. Alors je veux vraiment leur donner de la force parce qu'ils méritent d'avoir de la force. Je vous laisse le lien juste en dessous et très certainement en barre de description. Aussi pour ceux qui me l'ont redemandé, maintenant je vais le mettre systématiquement. Mais j'avoue, je suis mal à l'aise parce que d'en reparler de longue parce que j'ai l'impression que je fais un petit peu un forcing de promo. Mais pour ceux qui me l'ont redemandé, je vous mets aussi les liens pour lire mon livre Les fissures du réel. Je continue à avoir vos retours et je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante. Donc pour ceux qui m'ont redemandé, je vous mets les liens et le lien du livre broché et le lien du e-book en barre de description de cette vidéo. Pour ceux qui me disent qu'ils l'ont fini, qu'ils l'ont aimé, n'hésitez pas à laisser une petite review sur Amazon parce que ça aide le livre à continuer, je vous l'avais expliqué aussi déjà, l'aventure hors de notre cercle, hors de ma chaîne et peut-être de convertir de nouveaux futurs chercheurs de vérité. C'est tout le projet. Voilà les amis, cette fois-ci tout est dit, tout est bien dit. Je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. On se retrouve jeudi pour nos dossiers en 3 actus de la semaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert, restez curieux et surtout, stay safe.